Cher Claude, cher Olivier, chers collègues, je vais vous parler en quelques minutes des particularités de l'insuffisance cardiaque du sujet âgé et je me focaliserai bien plus sur les aspects du diagnostic et de l'évaluation du patient, puisqu'Olivier fera après moi plutôt un focus sur les actualités thérapeutiques dans ce domaine. Alors tout d'abord, mes conflits d'intérêts brièvement résumés. Si vous voulez des informations plus approfondies, vous avez une base de données publiques, Transparence et Santé, où là vous trouverez tous les détails. Alors l'insuffisance cardiaque, vous savez que c'est une maladie chronique qui est émaillée d'épisodes aigus qui sont souvent responsables d'hospitalisation. C'est une maladie très fréquente, une maladie dont la prévalence et l'incidence augmentent avec l'âge, donc une maladie gériatrique qui est très grave et qui altère profondément la qualité de vie. Et on parlait tout à l'heure de coûts pour la société, aussi l'insuffisance cardiaque coûte beaucoup. Par exemple, en France, c'est estimé, je crois, à 1,5 milliard d'euros chaque année. Alors, nous avons beaucoup d'études épidémiologiques, comme celle ancienne maintenant de Framingham, qui nous montre à quel point la fréquence de la maladie, qui est représentée ici sous forme de la prévalence, augmente avec l'âge, et vous voyez aussi bien chez l'homme et chez la femme, et peut-être après 80 ans, davantage chez les femmes. Les chiffres clés en France, on a des études épidémiologiques, mais elles sont un petit peu anciennes, mais grosso modo, c'est de l'ordre de 600 000 personnes environ touchées en France, environ 100 000 nouveaux cas, peut-être un peu plus chaque année, 150 000 hospitalisations chaque année et un coût, je vous le disais, de l'ordre d'1,5 milliard d'euros. Alors, cette maladie, elle est grave, je vous le disais, elle est responsable d'une forte mortalité. Cette mortalité, elle est d'autant plus importante que l'âge des patients est avancé. Bon, ça, on trouve ça souvent, mais vous voyez là, par exemple, si vous regardez la courbe la plus dense, celle qu'on voit ici le plus bas, c'est celle des 80 ans et plus. Et si vous regardez, par exemple, le taux de survie donc à 50%, vous voyez qu'il est l'ordre de 3 ans, ce qui signifie finalement une maladie aussi grave, voire même plus grave que certains cancers. Donc vous voyez que c'est une maladie qu'il ne faut pas du tout minimiser, même si pour nous elle nous semble quelque part commune au sens de banale, puisqu'on en voit, je dirais, chaque jour, chaque semaine, nous voyons tous des patients ayant des décompensations cardiaques. Alors, cette maladie aussi impacte très négativement la qualité de vie. Vous voyez ici une étude qui est assez représentative de ce qu'on observe sur l'impact de l'insuffisance cardiaque sur la qualité de vie. Vous voyez surtout que c'est les dimensions physiques, émotionnelles, le sentiment d'énergie et la perception de sa santé qui sont les plus impactés négativement par cette maladie. Et ça a une importance puisque les patients souvent vivent avec bien sûr des symptômes physiques de manque d'énergie, de fatigue, d'être vite essoufflé, mais aussi d'être sous la menace des décompensations. Et là, ça génère effectivement le sentiment d'une mauvaise santé, d'être fragile, d'être vulnérable, à la merci de moins de problèmes pour se retrouver à l'hôpital. Alors l'hospitalisation, on en parle, c'est un des problèmes de cette maladie, puisque quand il y a des décompensations, ça se solde souvent par une hospitalisation, et comme les décompensations sont récurrentes, ça fait des hospitalisations répétées. Et par exemple, il a été calculé que le taux de réadmission dans les 3 mois à la sortie d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, c'est un quart ou un tiers des patients. Et quand on regarde à 6 mois, c'est de l'ordre de la moitié des patients âgés. Donc vous voyez que c'est considérable. Et parmi les facteurs prédictifs de la réhospitalisation, eh bien l'âge figure parmi le premier facteur. Alors, quelles sont les causes de ces réhospitalisations? Bien sûr, il y en a qui ne sont pas évitables, notamment si c'est une aggravation de la cardiopathie ou qui peut se produire
des complications comme des arythmies ou des problèmes ainsi, mais il y a un certain nombre qui sont évitables, comme par exemple une mauvaise adhérence au traitement, les écarts au régime, un suivi non planifié, mal organisé, l'isolement social, et puis quelque chose qui est hautement modifiable, c'est le délai tardif d'appel lorsque les symptômes surviennent. Et finalement, quand on regarde l'hospitalisation, c'est 70% du coût de l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque pèse un poids énorme parmi toutes les hospitalisations, toutes causes confondues, pour les hospitalisations des personnes âgées. Donc vous voyez que c'est réellement la réhospitalisation, c'est un enjeu majeur de la prise en charge. Alors le diagnostic, eh ben, on a l'habitude de dire que c'est plus difficile que chez un adulte plus jeune. Globalement, on a des choses très classiques que vous connaissez bien, hein, que nous avons tous appris, qui sont des critères diagnostiques majeurs, qui sont avantages d'être très cliniques. Bien sûr, on a fait beaucoup de progrès dans l'imagerie, la biologie, mais ils sont encore d'actualité et on peut les utiliser tout à fait utilement chez les personnes âgées en examinant bien nos patients, en leur posant des bonnes questions et on arrive ainsi à poser un bon diagnostic clinique. Alors, il est classique de dire que l'expression est souvent atypique, trompeuse. C'est effectivement ce que j'ai appris, ce que je répète aussi dans un certain nombre de cours, mais je dois dire aussi qu'avec l'expérience, quand on examine les patients, les choses ne sont plus atypiques, elles sont tout à fait claires. Il s'agit de bien examiner les patients. On ne peut pas faire de la médecine uniquement en faisant des diagnostics à partir de symptômes. Quand on fait un bon examen clinique approfondi, eh bien en général, l'atypie, elle disparaît. L'atypie est souvent la résultante d'une mauvaise démarche clinique. Alors la dyspnée, voilà, elle peut manquer quand la personne n'a pas beaucoup d'activité physique. La dyspnée de décubitus, c'est quelque chose de très très spécifique, un symptôme très intéressant quand il est présent. On retrouve souvent une tachycardie. Alors j'ai marqué bruit de galop, mais je crois que on n'apprend plus tellement maintenant à ausculter les patients. Et ce qui est très utile, c'est les signes de surcharge pulmonaire avec des râles crépitants. Les râles sibilants, c'est bien classique. Je crois que maintenant tous les gériatres savent que quand on voit quelque chose qui ressemble à une crise d'asthme chez une personne très âgée, il faut d'abord penser à l'insuffisance cardiaque gauche. Et puis les signes droits sont très intéressants. Le foie cardiaque, il ne faut pas se faire piéger quand on voit une augmentation des transaminases, pensez à cette cause. Et puis les signes de reflux hépato-jugulaire ou de turgescence jugulaire, les œdèmes des membres inférieurs sont aussi des bons signes cliniques. Les signes du reflux hépato-jugulaire, c'est très très spécifique. Vous voyez ici par exemple une distension jugulaire spontanée. Pour rechercher le reflux hépato-jugulaire, il faut que le patient soit vraiment à 45 degrés. On repère la veine jugulaire, on exerce une pression continue et ferme sur l'hypochondre droit et puis on demande au patient de respirer normalement. Et si on voit comme c'est montré ici, la jugulaire gonflée qui ne désemplit pas à l'inspiration, eh bien, c'est un signe positif. Alors, il y a des signes, des présentations cliniques qui sont un peu inhabituelles, c'est-à-dire que chez les personnes d'âge moyen, on sait que c'est la dyspnée d'effort qui va amener, je dirais quasiment invariablement, à découvrir ce type de diagnostic. Eh bien, chez les personnes âgées, ça peut être des malaises, une hypotension, ça peut être un épanchement pleural, des douleurs abdominales, notamment dans le cadre d'un foie cardiaque. On peut avoir des symptômes, notamment comme une confusion mentale, c'est quelque chose de très très fréquent. Donc pensez à ce diagnostic chez un patient confus et on peut trouver divers symptômes, notamment comme par exemple la fameuse altération de l'état général. Le patient est très fatigué, il maigrit et ça peut être une insuffisance cardiaque. L'électrocardiogramme est assez peu contributif pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Il faut bien sûr le faire à chaque fois. Il est rarement normal dans l'insuffisance cardiaque et surtout, il va nous aider à détecter des signes de facteurs déclenchants ou des signes en rapport avec la cardiopathie causale. Pour la radiographie thoracique, eh bien, on analyse la silhouette cardiaque, on recherche un élargissement, une augmentation de l'index cardiothoracique, des signes pulmonaires.
Et cet examen peut être utile et il est encore important de le pratiquer quand on est dans un contexte de soins qui le permet. Et on retrouve ici, comme vous voyez ici, par exemple, une surcharge pulmonaire, interstitielle ou alvéolaire, ici une cardiomégalie, un épanchement pleural, probablement bilatéral. Vous connaissez tous ces signes. Alors, un des grands progrès des dernières années, c'est les marqueurs biologiques de l'insuffisance cardiaque, le brain natriurétique peptide, dont l'intérêt a été bien établi dans les dyspnées aiguës. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un marqueur biologique d'un désordre hémodynamique et le taux plasmatique est corrélé à l'importance de la dysfonction VG. Ce qu'il faut savoir, c'est que le BNP peut être aussi élevé dans un certain nombre de situations sans insuffisance cardiaque telles qu'elles vous sont représentées. Notamment, certaines d'entre elles peuvent induire des désordres hémodynamiques et cela, ça peut expliquer. Alors, chez les sujets âgés, en fait, le taux de BNP augmente du fait du vieillissement en l'absence de cardiopathie et a fortiori d'insuffisance cardiaque, si bien que la question des seuils discriminants ont été pas mal étudiés et on sait que, voilà, maintenant que pour le BNP notamment, il faut un taux supérieur à 300 picogrammes par ml pour poser le diagnostic et que des valeurs très basses permettent d'écarter le diagnostic quasiment. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le BNP ne représente pas le seul critère d'insuffisance cardiaque. Il faut toujours confronter les valeurs obtenues au contexte clinique et ce qui permet d'améliorer le diagnostic. Alors, l'échographie cardiaque est très importante. Elle va permettre surtout de confirmer le diagnostic et de faire également l'analyse du mécanisme et de rechercher l'étiologie. Donc aujourd'hui, voilà l'algorithme qui nous est proposé. On examine notre patient, on analyse les symptômes, on fait un ECG, une radio des poumons, on dose un BNP et vous voyez ici l'algorithme qui est proposé pour poser le diagnostic d'insuffisance cardiaque chronique en fonction des seuils de BNP. Vous voyez que sur cet arbre, l'échographie n'intervient pas. Alors, je vous l'ai dit, l'écho permet de diagnostiquer le type d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire de savoir si la fonction systolique est préservée ou si au contraire elle est altérée. Alors ça, quelque chose qui est important pour bien comprendre le mécanisme, bien cerner le traitement et mieux connaître le pronostic du patient. Globalement, dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, par définition, la fraction d'éjection est normale. En général, on prend le seuil de 45% ou de 50% pour définir cette insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Alors, on retrouve souvent des anomalies du remplissage du ventricule gauche et on retrouve très souvent une hypertrophie ventriculaire gauche qui, dans les cas les plus typiques, peut être concentrique et ce cœur se caractérise par une augmentation des pressions de remplissage au repos ou bien a fortiori à l'effort. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que la mortalité, le pronostic dans l'insuffisance cardiaque du sujet âgé, elle est très différente dans les deux formes d'insuffisance cardiaque. Et par exemple, quand la fraction d'éjection est basse, vous voyez ici que la mortalité est plus forte, presque augmentée d'un tiers ou un peu plus, par rapport aux personnes qui ont une fraction d'éjection préservée. Alors, l'échographie aussi peut nous aider en recherchant des zones d'akinésie qui sont en faveur d'une cardiopathie ischémique, de rechercher bien sûr le bilan étiologique de la valvulopathie. Et d'une façon générale, c'est important dans l'insuffisance cardiaque de rechercher tout ce qui va être des facteurs stresseurs, des facteurs qui vont être à l'origine de décompensation. Et là, je vous ai listé un certain nombre de facteurs circulatoires ou cardiologiques. Et à chaque fois qu'on a une décompensation, il faut chercher à identifier
je dirais, ces facteurs de stress et de décompensation. L'intérêt, c'est bien sûr de pouvoir mettre des traitements spécifiques qui vont aider à juguler la décompensation cardiaque, mais aussi l'intérêt, il est secondairement de faire en sorte, si c'est possible, d'éviter de retrouver ces facteurs de décompensation dans une optique, je dirais, de la prévention des réhospitalisations. Alors, parmi ces facteurs déclenchants, il peut y avoir aussi des facteurs iatrogènes, notamment des effets indésirables de certains médicaments qui vont entraîner une surcharge hydrosodée. On peut avoir des médicaments aussi comme les digitaliques qui peuvent, par un surdosage, entraîner faciliter une décompensation cardiaque. Et puis, on peut avoir aussi un remplissage excessif, notamment les personnes qui ont une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée sont très sensibles aux modifications de précharge et quelquefois pour des perfusions, des surcharges volémiques qui semblent modestes peuvent déclencher un véritable OAP. Alors les étiologies des insuffisances cardiaques, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais finalement on retrouve tout le catalogue des maladies du cœur et bien sûr les plus fréquentes sont liées à l'hypertension et à l'ischémie myocardique, mais vous avez aussi les cardiopathies valvulaires et tout un certain nombre de pathologies qu'on peut rencontrer chez les sujets âgés, notamment l'amylose. Alors, ce qui me paraît aussi important de dire aussi, c'est qu'il faut évaluer ce patient âgé qui a une insuffisance cardiaque dans sa globalité. On parlait tout à l'heure de l'autonomie ou de l'indépendance. L'insuffisance cardiaque est source de perte d'indépendance par la dyspnée, l'asthénie, un certain nombre de problèmes. Ces personnes ont une autonomie moins bonne. C'est important pour leur prise en charge et l'organisation des soins au domicile notamment. Les troubles cognitifs sont extrêmement importants, ils sont complètement sous-estimés, mal connus des médecins internistes et des cardiologues, et pourtant c'est quelquefois important, notamment pour suivre convenablement un traitement un peu complexe, et puis aussi c'est important de s'occuper de la santé cognitive de ces patients. Alors la dénutrition protéino-énergétique aussi a fait l'objet de beaucoup d'études, et elle est très fréquente chez les sujets âgés qui ont une insuffisance cardiaque chronique. Et je dirais que la fréquence de la dénutrition est plus élevée que chez des personnes du même âge sans insuffisance cardiaque. Et même dans des cas extrêmes, ça peut donner lieu à des complications qui ont été bien décrites, que vous retrouvez dans la littérature sur le nom de cachexie cardiaque. Et dans la physiopathologie a été aussi brillamment étudiée et fait intervenir notamment un excès de cytokines pro-inflammatoires qui sont libérés dans la circulation et un certain nombre de problèmes métaboliques qui surviennent dans cette situation. La dépression, elle est extrêmement fréquente chez les malades cardiovasculaires et notamment, c'est bien documenté dans l'insuffisance cardiaque et des sujets âgés. C'est important de le prendre en compte parce que vous savez que le moral, c'est important et notamment, c'est des choses qui sont assez facilement modifiables par les traitements et bien évidemment, prendre en compte toutes les comorbidités, la polymédication, c'est véritablement le travail de gériatre. Plus récemment aussi, dans la littérature, on voit des choses très intéressantes sortir autour de l'anémie et également aussi de la carence en fer. C'est des choses aussi qui ne sont pas forcément toujours très bien connues des cardiologues et des internistes que nous pouvons nous aussi aborder et souvent agir sur ces paramètres, peut-être qu'Olivier en parlera, permet aussi d'améliorer la situation de l'insuffisance cardiaque. Donc globalement, je vous dirais que finalement la bonne prise en charge, c'est de s'occuper du patient dans sa globalité. Bien évidemment, il faut donner les traitements qui sont importants dans l'insuffisance cardiaque, je dirais les traitements un peu symptomatiques et qui vont optimiser le fonctionnement cardiovasculaire au long cours. Il faut éviter autant que faire se peut la survenue de facteurs de décompensation et également aussi, si c'est possible, s'occuper du traitement étiologique de la cardiopathie. Et puis actuellement, c'est une voie extrêmement importante, c'est de détecter et de traiter des décompensations subaiguës. Chez certains malades, il ne survient pas une décompensation extrêmement brutale comme un OAP. Bien évidemment, ça peut arriver, mais chez certains patients, vous avez une dégradation qui s'installe en plusieurs jours. Et là, c'est extrêmement important de faire ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est apprendre au patient, à son entourage, de savoir détecter
les premiers signes de décompensation, de pouvoir identifier les symptômes, d'apprendre des réflexes simples comme la pesée quotidienne. Voilà, tous ces éléments permettent de détecter précocement. Et si les gens savent que quand voilà, il y a un certain nombre de petits signes d'alerte, il faut qu'ils appellent un médecin. Et s'ils font appel à un réseau efficace, un médecin traitant informé, etc., ben, on peut quelquefois réajuster le traitement, éviter l'hospitalisation, restabiliser le patient sans attendre la grosse décompensation et l'arrivée à l'hôpital. Alors, le suivi par des réseaux, c'est aussi très à la mode. Et actuellement, il y a aussi un florilège de dispositifs technologiques qui viennent aussi en appui de cette stratégie pour optimiser et détecter précocement les décompensations. Et puis, bien évidemment, comme je l'avais dit, il faut s'occuper de la prise en charge gérontologique. Les syndromes gériatriques s'associent comme des malfaiteurs chez le sujet âgé insuffisant cardiaque. Pour dégrader l'état global de la personne âgée, il faut s'occuper de cet ensemble pour améliorer la santé des gens. Mettre en jeu des traitements spécifiques, comme par exemple en cas de dénutrition, s'occuper de la réhabilitation, un peu comme on le fait habituellement dans les prises en charge gérontologiques, et aussi, quand on a fait tout cela aussi, mettre en œuvre les stratégies de compensation, parce qu'il y a aussi beaucoup de situations qu'on n'est pas à même de réhabiliter ou de traiter. Donc voilà un peu pour faire le lien avec la prise en charge du sujet âgé insuffisant cardiaque. C'était les quelques mots que je voulais partager avec vous. Merci Joël.